Bien, je vous propose de reprendre et de terminer cette journée par cette troisième séquence, et pas des moindres, je dirais, puisqu'elle va s'intéresser à un sujet particulièrement important aujourd'hui, qui est celui du soutien à l'insertion d'une démarche scientifique dans un monde en transition. De tout temps, les sociétés savantes et leurs publications ont été ouvertes, je dirais, sur le monde qui les entoure, mais c'est d'autant plus important aujourd'hui. On en discutera alors notamment avec un élu, avec un représentant également des services de l'État et puis deux autres intervenants. Mais je vais laisser d'abord Hervé Coulon, qui est directeur du département Data, donc déplacement, aménagement, territoire, habitat au CEREMA, introduire cette séquence. Hervé, c'est à toi. Merci Benoît. Oui, alors quand tu m'as demandé, Benoît et Francis, d'introduire cette séquence qui est vraiment très importante, moi j'y ai ajouté une nouvelle autocommande, c'est commencer à préparer la feuille de route pour les 150 prochaines années. On a fait un bilan, donc on faut attaquer. Et puis après, quand on parle de transition, qu'est-ce qu'on appelle transition aujourd'hui? J'ai vu trois aspects importants qui ont déjà été évoqués depuis ce matin, déjà en introduction. Le premier, c'est le défi du changement climatique. Je pense que même si je suis quelquefois dans des assemblées où tout le monde n'est pas convaincu, là, je pense que globalement, on l'est. Le deuxième défi, c'est le retour de l'incrédulité et de l'ésotérisme, qui a été évoqué également ce matin. Et puis le troisième sujet, peut-être, c'est celui de comment on navigue sur les nouveaux outils. Alors, c'était évoqué également dans la séquence d'avant, mais notamment sur l'intelligence artificielle. On peut voir comme une menace ou comme une opportunité. Voilà, donc c'est vraiment les trois sujets qui me semblaient importants. Et je pense que chaque intervenant, après, pourra rebondir, et même si toutes les réponses ne sont pas apportées, c'est vraiment une base de notre feuille de route, je pense, à établir dans les prochains mois. Alors, je vais un peu trop vite. Donc le défi de l'adaptation au changement climatique. Le changement climatique, vous savez à quoi il est dû, hein, je ne vais pas revenir dessus. Je pense que l'ASGN et son capital sur l'atténuation n'a pas forcément des marges de manœuvre extrêmement importantes. Par contre, sur l'accompagnement de tous les acteurs qui doivent travailler dans une projection à horizon 2100, avec en tête toujours ce fameux cap qui est défini par la trajectoire d'adaptation au changement climatique et de plus 4 degrés en 2100, là, on a des choses à y apporter. D'abord pour éclairer, pour convaincre, pour expliquer ce qui peut se passer sur les aspects impact, risque naturel essentiellement. Et puis tout à l'heure, on vous a parlé longuement de l'association d'une vingtaine d'années avec les sachants de l'aménagement du territoire, le CAU en particulier. Donc le croisement des deux approches permet non seulement d'expliquer aux personnes qui vivaient dans un environnement stable, commencer à bouger un petit peu, mais qui bouge de plus en plus, que la situation va peut-être un peu compliquée et qu'il faut s'y adapter. Donc, je pense que le discours de la géologie, avec sa profondeur d'analyse, permet d'approcher de manière pragmatique, sans exagérer, mais non plus sans cacher la réalité. Et puis surtout, ça permet d'apporter un éclairage toujours par rapport à cette profondeur historique sur les mesures d'adaptation qui peuvent être imaginées. Il n'y a rien de pire que la maladaptation, tout le monde est d'accord. Hein. Vraiment s'adapter sur les 75 ans qui nous attendent. Donc il faut qu'à la fin, on ait quelque chose qui soit acceptable mais pérenne. Donc c'est vraiment un enjeu. Donc le capital de la SGN, c'est pas forcément directement applicable. Hein. Je veux dire, il faut vraiment aller chercher dans toute la matière qui a été accumulée tous les éléments d'explication du fonctionnement du territoire. On va y revenir un petit peu après. Et puis, il faut cette capacité à expliquer, à accompagner. Alors, je prends l'exemple d'autant plus sereinement, c'est que le CEREMA et l'ADREAL et la DDT ont bénéficié récemment, suite aux inondations du Pas-de-Calais, d'un accompagnement d'une personne qui était Francis Mélier, qui avait cette capacité à expliquer simplement les choses. Et franchement, je pense que les retours que j'en ai eus, j'y étais pas, hein, ont vraiment apaisé la situation. C'est sûr que quand on se retrouve les pieds dans l'eau 2 fois de suite, on est agriculteur, que déjà il y a d'autres problèmes qui viennent, que ceci, c'est très très compliqué. Il faut vraiment avoir cette capacité à dépassionner pour avancer sur des solutions qui soient pragmatiques, efficaces et surtout faciles à mettre en œuvre. Donc ça, c'était une première chose. Le deuxième sujet qui est préoccupant, c'est, alors il n'y a pas beaucoup d'illustrations, hein,
c'est qu'on a vraiment un capital de culture, de ressources à partager. Alors, comment on va le partager, ça, on va en parler tout après. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'on navigue dans une société qui est avide de diagnostics très rapides. Quand il n'y a pas la réponse scientifique, on va la chercher soi-même quelque part, donc on en reparlera un petit peu après. Et puis, quand il n'y a pas une réponse scientifique connue de la part des services instructeurs, des services qui accompagnent en fait le développement et l'aménagement du territoire, la nature ayant horreur du vide, quelquefois il y a des gens qui viennent prendre la place. Alors si vous regardez un peu la presse, dernièrement, on a parlé beaucoup des géobiologues qui intervenaient pour donner des avis sur l'impact des ondes telluriques sur l'humeur des vaches. J'exagère à peine, hein, mais on est un petit peu là-dessus. Mais c'est quand même très, non seulement inquiétant, mais surtout, comment on fait quoi, pour avoir une réponse qui soit un peu plus sérieuse que ce genre de choses. Alors que ça s'applique dans certains territoires où la culture druidique est fortement implantée, c'est le cas, hein, je veux dire, dans le Loire-Atlantique aujourd'hui, il y a des rapports de géobiologues qui conviennent, enfin, c'est pas réclamé, mais c'est pas, voilà, c'est examiné dans les instructions. C'est un sujet dont je pense qu'il faut que la place des sociétés savantes soit bien connue de tout le monde comme une vraie ressource pour pouvoir s'appuyer dessus. Et pour ça, il faut qu'elle soit capable de communiquer et qu'elle soit capable d'être comprise. Je crois que c'était des sujets qui ont été évoqués ce matin. Donc comment on est capable de faire passer les savoirs, d'être connu, reconnu, sollicité, pour venir expliquer aux sociétés civiles, aux services instructeurs, aux collectivités, enfin, qu'on explique vraiment les choses à partir de notre domaine de compétences. Évidemment, on ne va pas avoir des idées sur tout, on est vraiment dans le domaine des compétences, de la profondeur historique et de la géologie. Donc ça, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on travaille, je pense encore. On peut déjà dire aujourd'hui, c'est que entre le capital de savoir et son passage, il faut des passeurs. Et les passeurs, sont des gens, quoi, des sachants. Donc on a, à mon avis, dans notre feuille de route, un gros travail à faire sur la formation, le déploiement des ambassadeurs capables justement de reprendre ces éléments pour pouvoir les porter à chaque fois que ce sera nécessaire. Le troisième sujet, c'est celui qui est relatif à l'intelligence artificielle. Alors, il y a eu pas mal d'interventions et des questions qui ont été posées tout à l'heure par rapport à ça, et des réponses par rapport à des prompts faits sur ChatGPT par rapport au cycle de Milankovitch, hein, avec des réponses complètement aléatoires. Alors, il faut savoir que l'intelligence artificielle générative, comme toutes les intelligences, humaines ou artificielles, elles sont alimentées par quelque chose. L'intelligence, ça s'alimente. Il faut la nourrir. Et on peut la nourrir avec n'importe quoi, ou la nourrir avec des mets de qualité ou raffinés. Peut-être que là, on a un travail à faire. Alors peut-être, comme on disait tout à l'heure, que il n'y a pas un enjeu économique hein, sur la connaissance géologique aujourd'hui. Mais il faut savoir que, par ailleurs, les services de l'État s'organisent pour mettre en place des IA génératives qui vont aller cibler des contenus très particuliers. Aujourd'hui, on est en train de tester une solution qui s'appelle SOF-IA, qui va ratisser dans l'ensemble des bases de données de l'ADEME, du CEREMA, du CGEDD et bientôt du CRAC. Le CRAC, c'est le Centre de ressources sur l'adaptation au changement climatique. Hein, pas mélanger les choses. Voilà. Donc, qui vont moissonner sur l'ensemble de ces bases de données. Et l'objectif, c'est d'ouvrir cette intelligence gratuite, évidemment, hein, aux collectivités, aux services déconcentrés de l'État, de manière à pouvoir se faire des diagnostics rapides, mais sérieux. Donc pour moi, je pense que c'est plutôt d'opportunités. Maintenant, il y a aussi également dans la manière d'approcher cette transition, cette révolution, il faut que tout le monde s'y mette. C'est-à-dire que, et là c'est peut-être un message envoyé aux enseignants, chercheurs, je pense qu'il faut apprendre à prompter, il faut apprendre à mettre en forme l'information pour qu'elle soit repérée, digérée, triée, pour qu'elle puisse sortir avec les exigences de la personne qui questionne. Hein, quand on pose une question à une IA, on va lui dire dis-moi en 10 lignes pour un public d'écoliers le résumé de la géologie dans les Hauts-de-France. Pas de faire, hein, en 10 lignes. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment travailler, que chaque nouveau géologue, chaque nouvel enseignant soit bien rompu aux techniques de manière à avoir une alimentation saine et équilibrée de cette intelligence. Ça, c'est un vrai défi.
Et puis, il faut respecter, je veux dire, il faut respecter ce besoin de diagnostic flash. Et là, je reviens un petit peu sur la communication. J'allais poser une question tout à l'heure. Qui a lu l'ensemble des annales de la SGN depuis 150 ans? Puis Francis Amédro a déjà répondu, moi. Donc, à part Francis Amédro, est-ce qu'il y en a d'autres? Pas tout à fait les 150 ans. Alors, si on se plonge, et madame ne dira pas le contraire, hein, dans les codes de rédaction et de communication, mais ils sont très évolutifs avec le temps. On sent bien que les cibles n'étaient pas les mêmes. Ce qui veut dire que pour répondre à des besoins de connaissances flash sur un territoire, on n'a pas le temps d'apprendre les codes. Donc je pense que s'appuyer sur l'IA peut permettre d'aller ratisser, d'analyser. Elle va comprendre très rapidement, elle a plus de neurones que nous, enfin, même si on en a déjà beaucoup, mais bon, elle a beaucoup plus de neurones que nous. Elle va comprendre les codes très rapidement. Elle va savoir aller chercher dans des informations très anciennes le codage de l'information et la restituer dans les besoins actuels. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on y travaille. Non, mais c'est peut-être mon monde idéal, mais ce qu'on fait aujourd'hui avec certaines IA ciblées thématiques, ça montre que c'est faisable. Il faut savoir qu'une IA, elle n'est pas très intelligente. Elle va chercher en fait la balance entre l'information qui existe, alors la fausse et la vraie. Bah, si aujourd'hui il y a beaucoup plus de fausses que de vraies, bah, ce qui sort, c'est faux. Voilà. Donc il faut vraiment qu'on arrive il faut continuer à alimenter pour que ce soit vrai, quoi. Voilà. Donc je pense que j'ai posé 3 questions. Je ne sais pas si vous allez répondre à ces questions, mais je pense que c'est également des préoccupations que vous pouvez avoir. En tout cas, dans ma connaissance, moi, des besoins des services déconcentrés des collectivités. Le dernier point, je voulais faire, je ne l'ai pas fait, je suis désolé. Donc, moi, je fais partie d'un organisme, hein, qui est un établissement public qui travaille avec les collectivités sur l'aménagement du territoire par plein de spectres. Et puis on recrute des jeunes qui viennent du monde de la géologie, mais pas que, qui font de la géotechnique, mais pas que. Et moi, je leur vends rien du tout quand ils arrivent, mais je peux vous dire que là, j'en ai 3 exemplaires dans la salle. La première chose qu'ils demandent en arrivant, c'est comment on peut connaître le territoire. Moi, je donne 2 petites informations. Il y a le CAE, c'est gratuit, et il y a la SGN, c'est pas cher. Donc on les retrouve dans nos réseaux. Et puis donc, merci d'être présent et d'assurer justement cette transition. Merci beaucoup Hervé. On va effectivement pouvoir, je pense, prolonger de nombreux points que tu viens d'aborder. Je vais appeler pour cela quatre intervenants. Donc Joël Devos, qui est maire sortant de la commune de Steinwerk, dont il a été à la tête pendant près de 18 ans. Julien Laby, qui est directeur régional à l'environnement, à l'aménagement et au logement des Hauts-de-France. Laurent Jolivet, le président de la Société géologique de France, ainsi que Franck Duménil, professeur des universités et également vice-président valorisation de la recherche et liens sciences-société à l'Université de Lille. Monsieur Devos, on en parlait, enfin Hervé en parlait à l'instant, justement, ce rôle des sociétés savantes, en tout cas des sachants au sens large, hop, je vais vous allumer le micro, c'est parfait, pour apporter justement, notamment aux élus, aux collectivités, la connaissance. Quelle importance est-ce que ça revêt pour vous? Alors, je vous écoute attentivement depuis ce matin et je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien leur raconter pour les intéresser et en quoi mon discours sera de nature à enrichir vos débats. D'ailleurs, je voudrais en premier lieu remercier Francis Mélier et Benoît Poncelet de m'avoir invité à cette journée. Je pense que c'est important aussi, en dépit de ce que je disais tout à l'heure, qu'un élu soit présent et puisse rapporter, je dirais, des propos sans doute plus terre-à-terre que ceux qu'on a entendus ce matin, mais finalement, s'ils sont terre-à-terre, c'est qu'ils sont en quelque sorte en relation avec vos préoccupations. Donc, je suis maire de la commune de Steinwerk, une commune de 2800 hectares, donc une grosse commune de 3500 habitants, qui est située, pour ceux qui ne connaissent pas, entre Bailleul et la Lys, donc en pleine dans la plaine de la Lys, et qui est traversée par une grande becque, la becque de Saint-Jean-Scapelle, et qui est pour le coup très sensible aux inondations. Alors pour préparer cette intervention, je me suis dit, je vais voir mes collègues et je vais leur demander s'ils savent ce que c'est qu'une société savante. Et donc j'en ai vu 25.
Et aucun ne savait ce que c'était qu'une société savante. Moi, je savais parce que j'ai eu affaire à 2 sociétés savantes, et puis une autre, dont je ne me souviens plus du nom d'ailleurs, elle s'occupait d'architecture à l'époque. J'étais intervenu pour parler de la ferme aux avions, qui est maintenant disparue, et donc il m'avait accueilli un soir pour que je revienne leur parler de cette ferme aux avions, qui est la ferme qui est voisine de celle où j'habite actuellement. Et donc, ils voulaient un peu connaître l'histoire. C'est la raison pour laquelle j'avais un peu cette connaissance des sociétés savantes. Alors, voilà, ça, c'est quand même un problème. Alors, beaucoup connaissent le BRGM, beaucoup connaissent la DREAL, la DDTM, tout ça, mais les sociétés savantes, ils ne savent pas ce que c'est. Pour eux, c'est, quand je leur dis, mais c'est quoi d'après vous? Ils m'ont dit, ah, ben, c'est une société secrète, on ne sait pas trop ce qu'ils font, limite franc-maçon, inaccessible, enfin, bref. Enfin, voilà. Donc, c'était un peu pour eux. Je voulais un peu savoir ce qui. Mais de toute façon, ils sont pas du tout hostiles à connaître mieux ce que c'est. Et d'ailleurs, quand je leur expliquais ce que ça pouvait leur rendre comme service, eh bien, ils étaient tout à fait d'accord et ils m'ont dit, bah, il faut les faire venir chez nous. Et puis, on verra comme ça comment ils peuvent nous rendre service. Et donc, moi, j'ai connu effectivement la GN par le biais de Benoît, en tant qu'administrateur du CAUE, et donc, qui m'a fait connaître donc, Francis, et on s'est mieux connus, je dirais, lors d'une traverse allant des Monts de Flandre aux collines d'Artois, et qui me fit bien saisir ce que c'était que notre territoire, les dangers, les sensibilités, la faune, la flore, enfin bref, il nous a fait découvrir notre milieu de vie, en fait, qu'on ne connaissait pas. Et du coup, on s'est aperçu qu'on était dans une vaste étendue, plate, inondable, et qui était traversée par de multiples becs qui prennent leur source dans les monts, et je dis même qui correspondent à la résurgence de la nappe captive des sables yprésiens. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire. À peu près. J'ai limité et j'ai... Voilà. Donc ces éléments expliquent donc la réaction rapide des cours d'eau aux précipitations, provoquant ainsi des inondations assez fréquentes et aux effets plus ou moins dévastateurs, et dont la fréquence et l'intensité risquent de s'accroître sensiblement avec le réchauffement climatique, enfin le changement climatique. Alors les inondations, comment y faire face, comment les éviter, quels travaux à engager? Voilà ce à quoi nous, élus, sommes confrontés à chaque épisode. Et ceci dans un contexte où les réactions des populations touchées deviennent agressives, parfois violentes, et même si c'est compréhensible, ces réactions, c'est quand même très difficile à gérer pour nous, élus, parce qu'on ne sait pas quoi dire et on ne peut pas leur dire, ben non, les inondations, ne vous inquiétez pas, moi maintenant, je vais faire ce qu'il faut et puis on n'aura plus. Mais ça, c'est un peu compliqué, quoi. Alors c'est là où, effectivement, la connaissance des lieux et du lieu où on habite devient très importante. Et c'est pour ça que, effectivement, cette traverse-là que l'on a faite ensemble a été pour moi très formateur. Donc nous sommes, nous, dans une zone inondable, sur de l'argile, imperméable, et on peut, effectivement, par des travaux d'entretien des cours d'eau et des becs, et là aussi peut-être par la création parfois de zones d'expansion de crues, limiter les effets dévastateurs des inondations, mais on ne peut pas dire aux gens, bah, écoutez, non, il y a des inondations, c'est à cause de VNF, c'est à cause de l'État, c'est à cause du TGV, c'est à cause de l'autoroute A25. C'est vrai que l'autoroute A25 et le TGV ont perturbé assez sensiblement notre territoire et ont peut-être effectivement accru le risque dans certaines situations. Alors moi, je m'appuie sur ça, effectivement, pour expliquer le phénomène et pour trouver peut-être les bonnes réponses dans le cadre des syndicats intercommunaux dont je fais partie, pour trouver effectivement une partie des solutions. Et d'ailleurs, il y a dans le journal de La Voix du Nord hier un article, une pleine page, où on voit Francis Mélier expliquer aux agriculteurs du Pas-de-Calais, du Montreuilois, effectivement, vous aviez été invité par la FDSEA pour expliquer effectivement
les crues qui ont touché sensiblement ce secteur-là. Alors les enjeux actuels en matière d'aménagement, donc avec la loi climat et résilience, le zéro artificialisation nette, la renaturation de certains espaces, la protection des zones humides, la protection des prairies, la biodiversité, la révision du schéma de cohérence territoriale qui va bientôt commencer, la modification des pluies, la révision du SAGE que l'on a décidé avant-hier en commission locale de l'eau, tout ça fait qu'effectivement, nous avons besoin de vous, nous avons besoin des informations. Je crois qu'on fait faire des études, mais peut-être que les cabinets n'ont pas forcément le réflexe de venir vous voir. Et je pense que c'est là où vous avez vraiment votre rôle. Mais comment faire en sorte qu'ils viennent vous voir déjà? Comment faire en sorte que vos informations, que vos annales soient bien compréhensibles et bien, comment dirais-je, prises en compte dans les études qui coûtent souvent fort cher, hein. Et d'ailleurs, les élus, ils ne sont pas pour les études, parce que chaque fois qu'on fait une étude, il y a encore 20 000 euros qui ne servent à rien. De toute façon, on ne verra pas, on les lira pas. Et on ferait mieux de faire des travaux. En gros, je résume, et c'est un peu comme ça qu'on fait. Et donc voilà, c'est un peu tout ça que je voulais dire. Et il faut donc non seulement diffuser les informations, par je ne sais pas quel moyen, mais aussi les vulgariser. Parce qu'effectivement, nous, élus, eh bien, on n'est pas forcément à même de comprendre ce qui est publié et qui est possible de récupérer comme information. Voilà un peu ce que je voulais dire dans ce domaine précis. Très bien. Mais écoutez, on va poursuivre justement cette discussion avec vous, Julien Laby. Je vous pose cette même question. Le rôle potentiel, les apports d'une société savante telle que l'ASGN, éventuellement de ses publications, donc les ASGN, pour les services de l'État en général, pour la DREAL en particulier, qu'est-ce qu'ils peuvent être? Tout d'abord, beaucoup de choses a déjà été dit. Et c'est important de le souligner. Je suis vraiment en forte convergence avec beaucoup des pistes qui ont déjà été évoquées. Je voulais commencer en vous disant que j'étais d'abord très honoré d'être invité à venir m'exprimer devant vous aujourd'hui, parce que je crois beaucoup à ce que vous représentez, à la fois en production de connaissances, mais également en continuité, en capitalisation. J'ai vu en arrivant le terme de géopatrimoine qui est très inspirant. Et en me présentant devant vous, je prends le risque d'énoncer beaucoup d'évidences pour ce cénacle. Mais ma conviction profonde, c'est que ces évidences, elles ont besoin d'être portées sur la place publique, d'être portées, d'être expliquées et d'être ainsi qu'on les fasse connaître. Première réflexion que je vous soumets, il commence à être un peu tard en cette fin d'après-midi, mais peut-être que ça va relancer le débat qui existe entre les différentes chapelles, mais j'entends souvent dire que la géographie précède l'histoire. Et c'est souvent inspirant dans les politiques publiques que nous portons à la DREAL, mais pas uniquement. Évidemment, devant vous ce soir, j'ai envie d'ajouter, on oublie de mentionner qu'avant ça, la géologie a dessiné la géographie. Et je pense qu'il est utile qu'on s'en rappelle. Monsieur le maire vient de l'expliquer sur un certain nombre de sujets. Évidemment, quant à la DREAL, on parle site et paysage. Évidemment que la géologie est un élément d'explication de ce qui fait la réalité de ces sites, de ces paysages auxquels on tient et que nous cherchons à valoriser. Devant Benoît Poncelet, je pourrais également rappeler que la diversité de l'art et des façons de construire sur nos territoires sont aussi très souvent empreints de la géologie, en tout cas des sols et des sous-sols, sur lesquels cette architecture s'est développée à travers les temps. C'est un peu cette première évidence de la géologie que je voulais évoquer devant vous. La deuxième évidence, Hervé Coulon l'a bien illustré à travers ces planches, c'est que quand on parle d'adaptation au changement climatique, et aujourd'hui, pour les services du ministère de la Transition écologique que je représente ce soir devant vous, cette adaptation au changement climatique est l'impératif auquel on s'attelle.
Et on me dit souvent, qu'est-ce que c'est que la transition? À quoi une transition vers quoi? Une transition pourquoi? Et je pense que la meilleure explication, en tout cas celle qui donne beaucoup de sens à ce à quoi nous travaillons, c'est une transition pour s'adapter au changement climatique. Et je pense qu'aujourd'hui, la réalité de ce changement climatique, elle est dans toutes les têtes. Il s'agit de celle des élus en premier rang qui y sont confrontés très directement dans leur réalité, dans leur quotidien, mais aussi dans le vécu des habitants et parfois dans le vécu des acteurs économiques, qu'ils soient issus du monde industriel ou du monde agricole, commencent également à en percevoir les effets. Adaptation au changement climatique, ça pose immédiatement la question du substrat géologique. Et si on part du littoral, évidemment que la question de la gestion du trait de côte, que les questions des submersions marines, que les gestions des dynamiques morphosédimentaires sont des phénomènes de géologie et qui s'expliquent dans le temps long par des dynamiques géologiques. Et évidemment qu'on a besoin de vos connaissances sur ces sujets. Si je continue à rentrer un peu plus dans les terres, et les inondations du Pas-de-Calais de l'hiver 2023-2024 sont là pour en témoigner. La question du fonctionnement des remontées de nappes sur les fleuves côtiers, du ruissellement, mais également des inondations continentales, ont beaucoup à voir avec la nature des sols et des sous-sols qui les sous-tendent. Et je tiens à remercier et me joindre d'ailleurs, Monsieur le maire de Steenvoorde, pour ses remerciements pour les interventions de M. Meillet, qui a largement contribué à éclairer le débat public, parce que dans la réaction qu'on comprend, dans la détresse des habitants, on a besoin de poser des éléments de compréhension, j'ose dire des éléments d'intelligence qui font un peu le contrepoids avec l'émotion qui s'est beaucoup matérialisée dans les premières phases de la crise, avec des relations immédiates qui est il faut toujours évacuer l'eau le plus vite possible. Et non, ça c'est l'erreur. La solution curage-pompage, c'est la mauvaise solution. On l'a mesuré sur les événements. Il faut pouvoir poser des éléments de solidarité entre l'amont et l'aval, de capacité aux exutoires, de capacité à retenir l'eau, à lui permettre de s'infiltrer pour préserver les enjeux. Et pour tout ça, on a besoin de connaissances sur le temps long. Je ne dirai rien d'autres phénomènes qui sont intimement liés à l'adaptation au changement climatique, que sont le retrait-gonflement des argiles, sont les questions des connaissances des cavités souterraines et de leur évolution dans le temps. Juste dire un mot, parce qu'adaptation au changement climatique, on pense très vite risque naturel. Il y a aussi, et dans notre région, c'est un phénomène nouveau. Je pense que quand on est en Adour-Garonne, on a un peu plus d'antériorité, mais dans les Hauts-de-France aussi, on a un problème sur la ressource en eau. De longue date, un problème qualitatif et de plus en plus, ces derniers étés nous l'ont montré, un problème quantitatif. Et quand je dis un problème quantitatif, on pense très souvent à une dimension qu'on appelle, entre gens civilisés initiés, une dimension conjoncturelle de la ressource et les sécheresses estivales. Mais en réalité, cette dimension conjoncturelle, elle est de plus en plus sous-tendue par une dimension structurelle de long terme. Et pour en appréhender les enjeux, on a besoin, là aussi, on a besoin d'une connaissance scientifique, d'une connaissance qui est bien étayée, parce que connaître la ressource en eau, connaître la capacité de régénération des nappes, connaître la part d'eau qui est réellement infiltrée quand on a des épisodes pluvieux, la part d'eau qui est rejetée à la mer et la part d'eau qu'on peut capter, qu'on peut stocker, qu'on peut utiliser à d'autres usages, ça fait partie des enjeux qui sont de plus en plus prégnants dans cette région. Et je crois pouvoir vous dire que ces enjeux de gestion volumétrique de l'eau vont nous occuper ces prochaines années. Et nous, pouvoir public, et moi, dans mon rôle de conseil auprès du préfet de région, préfet de bassin, mais également préfet de chaque département, on a besoin de vous pour amener une connaissance éclairée sur cette ressource, sur comment répartir,
comment répartir et comment arbitrer, comment hiérarchiser entre les différents usages de l'eau, les usages domestiques, les usages industriels, les usages agricoles, qui sont de plus en plus en concurrence sur une ressource qu'on sait finie et qu'on sait en voie d'appauvrissement, a fortiori quand on descend sur des territoires de plus en plus petite échelle. Troisième évidence qui est peut-être moins évidente, ou en tout cas qui peut prêter à controverse ou à animer vos débats et me risque à mettre les pieds dans le plat. On vit aujourd'hui dans une société qui est d'abord une société de médias et une société de l'immédiat. Et c'est le drame de cette société où on communique de plus en plus à travers les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui obligent à résumer sa pensée en 140 caractères, où on parle à des étudiants qui sont de plus en plus imprégnés de vidéos, vidéos qui sont conçues pour, on dit, faire du buzz. Je sais que c'est un mot anglais, mais ça parlera à tout le monde. Faire du buzz, ça veut dire générer de la controverse. Et plus les arguments sont gros, plus les arguments sont outranciers, plus on génère de visionnage et plus on est repris par les algorithmes dits d'intelligence artificielle ou de bêtises naturelles, ça je vous laisse apprécier. Néanmoins, c'est dans ce contexte-là que nous sommes amenés à porter une parole, pour vous une parole d'autorité scientifique, pour nous, service de l'État, une parole publique, une parole qui devrait faire autorité, qui est de plus en plus controversée, voire vilipendée. Et la portée de nos arguments est très souvent retournée sous l'angle, non pas de la controverse au sens de la saine controverse scientifique, mais bien de la controverse de l'ordre de celle qu'évoquait Hervé tout à l'heure sur les prétendus scientifiques, les prétendus dépositaires d'une expertise. Et une des caractéristiques de ces médias sociaux est de mettre à plat, sans hiérarchie, tous les propos et toutes les paroles qui sont portées, voire même à inverser les hiérarchies, parce que c'est parfois un peu rébarbatif, permettez-moi de vous le dire. De lire un article scientifique sur une vidéo YouTube, ça reste un peu compliqué quand même. Et ça fait partie, en tout cas, des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Je le suis confronté moi-même, Dréal et mes collègues de l'Office français de la biodiversité encore plus que moi, où on est parfois caricaturé dans notre action, dans la complexité du monde qui est le nôtre, et pas seulement la complexité de nos réglementations, mais également la complexité des enjeux auxquels répondent ces réglementations. Et pour tout vous dire, j'étais il y a quelques jours et peut-être quelques semaines déjà aux journées techniques de Atmo, qui est l'organisme en charge de la surveillance de la qualité de l'air. Et le thème de la table ronde, c'était crise de confiance, désinformation et urgence environnementale. Et je pense que les termes sont extrêmement bien posés. Et pour aller jusqu'au bout, était invité le directeur de la publication de La Voix du Nord, qui est lui-même en grande difficulté vis-à-vis de la montée des médias sociaux et qui se pose en tant que presse quotidienne régionale en facteur d'apaisement du débat. Et je pense que cette idée de comment on peut contribuer à apaiser le débat, à apporter des éléments, à apporter de l'argumentation, non pas pour entretenir et faire monter la mayonnaise des débats, des réactions, mais comment on peut apaiser le débat et donner du temps pour développer les arguments. Je pense que c'est un des grands enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Pour être un peu peut-être plus positif, évoquer avec vous 3 postures que je vois très utiles pour la Société géologique du Nord que vous êtes. Pour 2 d'entre elles, je pense que vous y êtes déjà très, très fort, très bien établi. Et pour la 3e, il me semble qu'on a beaucoup à construire ensemble. Première posture, ça a déjà été dit, c'est la notion de producteur de connaissances sur le temps long. C'est évident. Je tiens à saluer la qualité des contributions, l'implication des bénévoles, qui sont pour beaucoup, par exemple, sur l'inventaire du patrimoine géologique. Ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur et on en a besoin.
J'essaye de poser des termes de vocabulaire pour faire évoluer l'image de la géologie, parce que peut-être qu'on pourra y revenir, mais les étudiants que vous avez sont des gens qui sont là aussi un peu initiés. Souvent, la géologie a laissé de mauvais souvenirs aux élèves en primaire et au collège, un peu moins pour ceux qui ont fait des études supérieures. Et la question, c'est comment on peut changer l'image de la géologie. À la DREAL, on est beaucoup associé à la biodiversité, en bien et parfois en moins bien, puisqu'on est caricaturé là aussi, hein. Et j'essaye souvent de porter l'idée de la géodiversité, parce que ça renvoie là aussi à nos sites, à nos paysages et à tout ce qu'on peut mettre derrière ce terme de géologie. Deuxième rôle très important de la Société géologique du Nord, c'est un rôle d'expertise scientifique et non pas de capitalisation de connaissances sur le long terme, mais de l'expertise qu'on peut solliciter. Et on a besoin de pouvoir vous solliciter, de solliciter vos avis sur des dossiers. On le fait très bien, très régulièrement à travers la Commission régionale du patrimoine géologique. On a besoin de vos avis également en auto-saisine, en rôle un peu d'alerte, de lanceur d'alerte, de signalement, quand vous voyez des dégradations sur des sites ou quand vous identifiez des enjeux de pillage de fossiles ou de dégradation d'un front de taille. La question du front de taille, on l'a traité ensemble à travers les réflexions sur le schéma régional des carrières, où assez naturellement, on vise la remise en état après exploitation de la carrière. Et il y a un certain nombre de cas où la bonne solution, ce n'est pas de tout recouvrir, mais bien de laisser un témoignage, parce que le front de taille est quelque chose qui illustre, et pour le coup, ça renvoie à mon premier point, qui permet de toucher du doigt ce qu'est la géologie dans sa verticalité, dans son historicité, si le terme vous parle, et parfois aussi dans ces accidents qui sont, je pense, les plus illustratifs. Et pour tout ça, je suis très heureux d'avoir une Société géologique du Nord. Je sais que ce n'est pas le cas dans l'ensemble des régions, et je n'ai pas posé la question à mes collègues DREAL qui n'ont pas de société géologique à portée de main, de savoir comment ils font au quotidien. Et en fait, et la troisième posture, je suis un peu long peut-être, la troisième posture, ça renvoie à ma question de comment on peut communiquer utilement, intelligemment sur ces questions de connaissances géologiques dans cette société des médias, dans cette société de réseaux sociaux. On y travaille à l'ADREAL sur beaucoup de nos sujets. On se risque à sortir des sentiers battus. En général, vous faites des articles scientifiques. À l'ADREAL, on fait des arrêtés préfectoraux. Et ça a à peu près le même effet sur le grand public. Et donc, on se risque à sortir des sentiers battus. Je suis venu avec mon petit prospectus en images, en couleurs. On a lancé une collection qui s'appelle Géodéo. Je pense qu'il y avait quelques planches à l'extérieur pour en présenter quelques réalisations, à la fois sur du format un peu plus imprimé, communicant, mais également sur des formats de vidéo, qui là aussi n'est pas ma langue vivante numéro 1. C'est compliqué de faire une vidéo, quel qu'en soit le support. On a déjà à notre actif conjoint, parce qu'on compte beaucoup sur vous pour apporter le contenu, 14 films animés. Et Valérie Ravel m'a signalé qu'on avait en 2025 4 films en cours de finalisation. Donc j'espère qu'on va réussir à les terminer avant la fin de l'année. Là, le calendrier s'égrène assez vite. Et au-delà, sur 2026, on a encore d'autres projets à venir, avec 3 vidéos supplémentaires et peut-être surtout une nouvelle bande dessinée qui nous permet comme ça de toucher le public et peut-être d'essayer de sensibiliser, j'ose pas dire dès le plus jeune âge, parce que c'est quand même plutôt à l'intention des collégiens. Souvent, c'est une cible qui marche assez bien en matière d'éducation au développement durable, éducation aux transitions et éducation à la géologie, à la géodiversité. Ça peut être une cible. Même si mes collègues avec qui j'en parle à l'éducation nationale, au rectorat, nous disent qu'ils ont de plus en plus d'enjeux de société à intégrer dans leur programme, et c'est pour eux aussi une grande difficulté. En tout cas, je suis très demandeur de poursuivre cette collaboration, de diversifier les supports
et de nous aider à porter nos messages de façon conjointe en se risquant à d'autres formats, d'autres supports. Je ne vous demande pas d'aller à 140 caractères parce que personnellement, je trouve que c'est toujours éminemment réducteur, mais les vidéos, des articles sur les réseaux sociaux peuvent être des points pour capter un nouveau public et pour s'adresser différemment à nos publics et peut-être aussi aux habitants pour leur faire comprendre les enjeux de la résilience face aux risques, les enjeux de l'adaptation climatique et sur quoi sont construits leurs maisons. Je pense que c'est ce à quoi nous travaillons ensemble. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on va faire justement la transition avec l'intervention de Laurent Jolivet. Je vais vous poser la dernière des questions que je souhaitais aborder avec vous. Vos deux prédécesseurs ont évoqué ces rôles, ces missions, ces apports potentiels d'une société savante, d'une société géologique à ancrage très régional. Pour une société géologique d'envergure nationale telle que la SGF, est-ce que les constats est-ce que vous partagez les différentes missions qui ont été évoquées jusqu'à présent et quel peut être plus globalement justement le rôle d'une société savante nationale telle que la SGF dans le cadre de ces transitions qu'on vit actuellement? Oui, alors d'abord, je voudrais dire que je partage totalement ce qui a été dit par tous mes prédécesseurs aujourd'hui. On fait tous le même constat. Bon, je vais parler évidemment en tant que président de la Société géologique de France, mais je suis avant tout, avant d'avoir été élu président de la Société géologique de France, je suis avant tout un professeur et un chercheur en géologie. Je suis un géologue de terrain, donc je défends le terrain mordicus. Et aujourd'hui, en tant que président de la SGF, donc je suis un pur produit du monde académique. Il n'y a pas plus académique que moi. Mais en tant que président de la SGF, j'ai été amené à rencontrer beaucoup le monde associatif, je vais en parler, et le monde industriel aussi. J'avais de faibles contacts avec le monde industriel, surtout quand j'avais besoin de données, mais de manière générale, j'avais assez peu de contacts avec le monde industriel. Et aujourd'hui, en tant que président de la SGF, je suis vraiment persuadé qu'une société savante comme la nôtre ne peut survivre que si elle est au point d'équilibre entre le monde académique, le monde industriel et le monde associatif. C'est vraiment fondamental. On l'avait perdu un peu de vue à la SGF. Je crois qu'il faut revenir à quelque chose de plus raisonnable et que comme ça, on avancera. Je voudrais aussi remercier Francis et la SGN de manière générale de me permettre de parler aujourd'hui. Parce que la SGN a un statut particulier en France. C'est une société savante qui est... alors parmi toutes les associations qui existent, et il y en a dans tous les territoires, des associations de géologues, elles ne s'appellent pas toutes sociétés savantes parce qu'elles sont plutôt des associations de géologues amateurs, j'en reparlerai, qui font des choses formidables dans leur territoire, mais qui n'ont pas la prétention de s'appeler société savante. Pour s'appeler société savante, je crois qu'on n'a plus le droit d'ailleurs aujourd'hui de... Enfin, c'est difficile de prétendre société savante quand on n'a pas été créé il y a plus d'un siècle. Et la SGN est presque aussi vieille que la Société géologique de France, donc qui a été créée, je vous le rappelle, ça a été répété plusieurs fois aujourd'hui, en 1830, qui a commencé à publier un bulletin en 1830. Et la SGN, depuis, on a vu qu'il y avait des moments hauts, des moments bas, etc. Elle a eu parmi ses membres des très grands noms, comme Barrois, Gosselet, etc., qui sont à la source de beaucoup de concepts majeurs en sciences de la Terre, et qui ont fait que la SGN aujourd'hui est très ancrée dans son territoire. Et alors évidemment, ce n'est pas que les gens d'il y a un siècle, c'est beaucoup les gens d'aujourd'hui. Mais c'est que la SGN réussit aujourd'hui quelque chose que j'aimerais bien qu'on réussisse à faire au niveau national, c'est-à-dire l'ancrage dans le territoire, le lien avec les collectivités locales, avec les politiques et bien sûr avec l'université. Mais ça, c'est plus facile à faire et à l'ESF, on a déjà ce lien très fort depuis très longtemps. Donc j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ce qui a été fait ici et donc je suis content d'être là aujourd'hui. Alors, quand on arrive à la présidence de la SGF,
moi, ça fait 1 an et demi. On est face à plein de problèmes. Et parmi ces problèmes, vous ne embêterez pas avec les problèmes financiers, toutes ces choses qu'on essaye de résoudre. Mais parmi ces problèmes, il y en a 2 qui nous intéressent aujourd'hui. Ces 2 problèmes, c'est d'une part, comment faire revenir plus d'adhérents. Et ça, ce n'est pas un problème lié aux associations de géologues, c'est un problème lié au monde associatif de manière générale, dans une société qui est de plus en plus individualiste et de plus en plus égocentrée et de plus en plus tournée vers l'écran de son ordinateur ou de son téléphone, comme ça a été rappelé. Évidemment, c'est plus facile, on reste au chaud, les pieds dans les pantoufles. On en parlait hier avec Patrick et Francis autour d'une table. C'est plus facile de cliquer sur un bouton et on a toutes les informations qui arrivent, etc. Mais c'est beaucoup moins agréable que d'aller les chercher, ces informations, sur le terrain, en marchant dans la montagne, sur la côte, de chercher les affleurements, les carrières, dans les plaines du Nord. Voilà, il ne fait pas toujours beau, mais enfin, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Mais tout ça, le contact avec la nature, dans notre société, l'a beaucoup perdu. Moi, je suis d'une génération qui commence à être un peu ancienne maintenant, mais quand même, on était beaucoup plus proche de la nature. Moi, j'étais en province, hein, beaucoup plus proche de la nature que le sont la plupart des jeunes aujourd'hui. Et donc, il faut réussir à faire revenir vers les sociétés savantes des adhérents plus nombreux et qui acceptent de mettre les pieds dans la boue et de sortir leur parapluie quand c'est nécessaire. Ça, c'est un premier défi qui est vraiment difficile avec le monde d'aujourd'hui. Et le deuxième, c'est de faire passer la connaissance géologique au niveau du grand public et de ceux qui nous gouvernent. C'est un secret pour personne, je crois, dans cette salle, que ceux qui nous gouvernent ont un background littéraire, économique, etc., souvent très développé, mais un background scientifique. Alors, je parle de ceux qui sont vraiment en haut de la pile. Un background scientifique qui est souvent très faible. Et parmi les sciences, la géologie est une discipline qui regroupe finalement un petit nombre de chercheurs, beaucoup moins que les biologistes ou les matheux, les physiciens, etc. Donc vous imaginez le niveau de connaissance scientifique géologique de notre président, notre Premier ministre, etc. Donc on a ces 2 défis-là. Ramener des adhérents et ensuite faire diffuser la connaissance scientifique jusqu'au grand public et dans l'autre sens, jusqu'au sommet de la pyramide. Et là, il y a un travail énorme. Alors, on peut se poser des tas de questions sur le pourquoi de cette méconnaissance de la géologie, alors que, dans notre pays en particulier, alors que la géologie, elle est en grande partie née en France. À la fin à partir du XVIIIe siècle, mais à la fin du XIXe et au début du XXe, beaucoup de concepts géologiques sont nés en France. Beaucoup d'étages géologiques, on parlait des étages, sont nés en France et ils ont des noms français. Alors, ils tendent à être remplacés pour le paléozoïque par des noms chinois ou russes, mais il y a des raisons scientifiques pour ça aussi. Mais beaucoup de concepts sont nés chez nous et la géologie française est toujours une des meilleures du monde. Et pourtant, les Français ignorent très largement la géologie. Les raisons, on peut les chercher à l'école, au collège, au lycée. Il y a des choses à faire. Mais je pense qu'on a failli tous collectivement, aussi bien le monde académique que le monde industriel, à transmettre le message. Et le monde industriel, parce que le monde industriel, pendant très longtemps, a agi sans vraiment communiquer. Ça change en ce moment, ça change beaucoup. Hein. A agi sans vraiment communiquer et souvent a quitté les régions dans lesquelles il était implanté parce que les conditions économiques faisaient qu'il ne pouvait plus continuer son activité, mais en laissant les choses dans l'état que je ne qualifierais pas, mais allez voir la mine de Canaries dans le Cap Corse, mine d'amiante, vous comprendrez très vite ce que je veux dire.
Et le monde académique s'est enfermé d'un autre côté dans sa tour d'ivoire et a peu communiqué ses découvertes et l'importance de... Donc on a vraiment, je pense, tous failli collectivement et il faut s'y mettre. Il faut remonter nos manches et vraiment faire passer les connaissances. Donc évidemment, c'est le rôle de la SGF de promouvoir les connaissances géologiques et de le faire passer à tous les niveaux. À côté de ça, il y a de nombreuses sociétés et de nombreuses associations de géologues en France. Il y en a des dizaines. Et ces sociétés, et alors je ne reparlerai plus de la SGN, j'ai dit que bien que j'en pense, mais toutes les associations de géologues, les géologues du Sud-Est, les géologues du Sud-Ouest, les géologues du bassin de Paris, les géologues vendéens, etc., les géologues de Loisan, ils font un boulot phénoménal. Moi, j'ai entrepris depuis à peu près un an un tour de France de ces associations, parce que je pense, et je vais y arriver, qu'on a besoin de se regrouper. Et je suis admiratif de tout ce qu'ils font. Et c'est eux qui sont au contact du public. Et souvent, comme ici, à Lille, c'est eux aussi qui sont au contact des politiques, des décideurs, etc. Ce n'est pas la SGF à Paris. Quand vous êtes à Paris, vous pourriez être au contact du président de la République et de la maire de Paris, mais imaginez que ce n'est pas très facile. Ces contacts, ils n'existent pas. Alors que quand j'étais à Orléans, à l'université, on avait beaucoup plus de contacts avec la région ou avec le département. Quand j'étais à Cergy, c'était pareil. Quand on est au centre de Paris, à Jussieu, là, on est très fiers d'être à la Sorbonne, mais le contact avec le vrai monde, on ne l'a pas. Donc on a besoin de ces associations pour diffuser le message des géologues au niveau français. Et ils sont hyper efficaces. Parfois, ils travaillent avec peu de moyens, avec des bouts de ficelle, et ils arrivent à faire des choses extraordinaires. Donc on ne peut pas se passer du savoir-faire et de l'énergie de ces collègues qui travaillent plus souvent bénévolement, enfin, de manière générale bénévolement. Donc on a besoin d'eux. Donc je l'ai dit, on souhaite être au point d'équilibre entre le monde industriel, le monde académique et le monde associatif. Et pour ça, et pour ramer plus d'adhérents, on a besoin de projets. Et une société savante qui n'a plus de projets, c'est comme un cycliste qui arrête de pédaler, il tombe. Donc la vie, c'est le déséquilibre permanent. La marche, c'est le déséquilibre permanent. Et la vie, c'est, de manière générale, c'est la lutte contre le retour à l'équilibre. Il faut bien le savoir, ça. Hein. L'équilibre thermodynamique, c'est la mort. Donc il faut lutter contre le retour à l'équilibre. Donc il faut bouger en permanence, il faut avoir des projets. Alors on a des projets à la SGF. Et je vais juste en lister 3 rapidement. Il y en a un qui concerne notre revue. Et notre revue, alors on a plusieurs revues, mais une revue scientifique de haut niveau international, c'est le bulletin de la Société géologique de France. Je ne parlerai pas de ça, j'y tiens beaucoup, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il va bien. Et puis on a une autre revue. On avait 2 revues plutôt de vulgarisation, une qui s'appelait Géochronique et une qui s'appelait Géologue. Géologue était plutôt orienté vers le monde industriel ou vers les applications, disons de manière générale. Et le Géochronique était plutôt orienté vers le monde académique et la géologie de base, les chaînes de montagnes, etc. La tectonique des plaques et tout ça. Et aujourd'hui, il y avait des redondances. Et on a souhaité les réunir en une seule revue qui s'appelle aujourd'hui Terre et Sciences. Donc on en est au numéro 4. Donc ça a débuté il n'y a pas très longtemps. Et ça marche bien. Et on a une revue qui est maintenant, qui parachève un peu ce qui a été tenté il y a une dizaine d'années de faire revenir plus fortement à la SGF le monde industriel. Et ça fonctionne assez bien, je crois. Je crois que ça va vraiment prendre et que ça va diffuser aussi vers les enseignants qui lisaient beaucoup géochronique, qui lisaient moins géologue. Et là, les enseignants vont être mis en face d'articles écrits par des gens qui sont plus proches des applications. Donc c'est bien aussi que dans ce qu'enseignent les professeurs au collège et en lycée, c'est surtout de la géologie académique. C'est un problème. Pas qu'il ne faut pas enseigner la géologie académique, pas moi. Mais par contre, il faut aussi expliquer aux élèves que la géologie, c'est des dizaines et des dizaines de métiers différents et des métiers qui peuvent être passionnants.
On ne peut pas tous être chercheurs et professeurs, et puis ça n'intéresse pas tout le monde. Mais il y a plein de métiers à tout niveau qui sont des métiers auxquels on se forme avec des études, à partir d'études de géologie. Donc tout ça c'est important. Le deuxième projet qu'on a, c'est ce qu'on appelle le portail des géosciences, c'est-à-dire fournir, donc évidemment là c'est sur le web, un réseau, etc. Faire en sorte que un citoyen français dans une région donnée qui a des fissures dans sa maison, qui cherche une formation pour son fils ou sa fille qui veut devenir géologue, ou qui cherche une association parce qu'il aime la géologie et qu'il veut apprendre, et qui puisse trouver toutes ces informations sur le web. Et donc on est en train de mettre en place ça, on est en train de construire aux sciences, et ça sera mis en ligne dans quelques mois, j'espère. Voilà. Ça, c'est un accès aux sciences de la Terre pour tout le monde qui sera utile. Puis le troisième projet sur lequel je voudrais insister, c'est le projet de formation. On a besoin, et la Société géologique de France peut être très utile pour ça, donc de former les citoyens. Alors quand je dis les citoyens, c'est le grand public et les décideurs dont je parlais tout à l'heure, mais aussi les architectes, parce que ici on voit bien le lien entre l'architecture et la géologie. Ici, vous avez compris ça. Et les architectes ont compris que ils ont besoin de connaissances géologiques et de discuter avec les géologues. On a besoin de former les journalistes, qui très souvent ignorent beaucoup ce domaine scientifique, etc., etc. Donc, on veut faire de la formation à destination de tous ces publics. Et ce qu'on veut faire, c'est une formation pratique sur le terrain. Pas des excursions où on est en bus, on descend, on regarde un truc et puis on remonte, etc. Non, on travaille sur le terrain, on apprend les objets géologiques de base, on apprend ce que c'est qu'une strate, ce que c'est qu'une série stratigraphique, on apprend ce que c'est qu'une discordance. C'est formidable, une discordance. Une discordance, ça raconte toute une histoire. Évidemment, c'est de la vieille géologie, hein, c'est connu depuis... C'est vieux comme mes robes, comme disait ma grand-mère. Mais ça raconte toute une histoire et ça reste très très fort. Et c'est facile. Ce n'est pas un objet compliqué, une discordance. Mais quand on regarde une discordance dans le paysage ou sur le terrain, on a compris qu'il s'était passé quelque chose avant, qui est formidable. On a déposé des couches qui peuvent être déposées dans un océan, et puis elles sont verticales. Wow, comment on a fait ça? Et puis après, on a érodé tout ça, et on a déposé par-dessus un conglomérat qui s'est déposé dans une rivière. Voilà. C'est formidable. Vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé là? Et c'est facile de faire comprendre ça au public quand on est devant cet objet-là. C'est ce genre de choses. Et qu'une fois qu'on a compris ces choses assez simples, on peut comprendre un peu mieux comment les géologues comprennent ce qui se passe sous nos pieds. Et ça, il n'y a que sur le terrain qu'on peut le faire comprendre. C'est ce genre de choses qu'on veut organiser. Voilà. Je ne vais pas être beaucoup plus long. Et pour ça, on a besoin de relais jusqu'au contact du public. Et pour avoir ce relais jusqu'au contact du public, on a besoin des associations et on a besoin de mettre tout le monde dans un même ensemble que pour l'instant, entre nous, on appelle un réseau, qui deviendra je ne sais pas quoi plus tard. Mais on a besoin des forces et de l'énergie de tout le monde. C'est ce dont on va discuter demain, la Société géologique de France, avec un grand nombre de ces... Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Franck Duménil, on va élargir encore un peu la focale, parler notamment de cet aspect qui est inscrit dans votre titre, donc des liens sciences-société. D'une manière générale, les sociétés savantes, la AEGN peut-être en particulier, et ses publications, les AEGN, de quelle manière est-ce qu'elles peuvent contribuer peut-être à établir, voire à renforcer ce lien, ce dialogue qui peut se nouer entre les scientifiques et la société civile en général? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis arrivé avec un texte extrêmement cadré. Et en fait, je vais complètement changer ce que je vais dire. Alors, je vais m'inspirer évidemment de ce qui a été écrit parce que les interventions qu'il y a eu c'est bluffant en fait, parce que ça me permet de prendre beaucoup de recul et de changer la réponse que je vais vous donner. En tout cas, la substance est la même, mais je vais prendre un peu de recul. Déjà parce que, monsieur le maire, la première question que vous avez posée à vos administrés, qui est est-ce que vous savez ce que c'est qu'une société savante? En fait, c'est la bonne question.
parce que en France, on n'a pas beaucoup en réalité cette culture des sociétés savantes, surtout si on traverse la frontière. On va en Belgique, où on traverse la frontière maritime, on va au Royaume-Uni. La société savante, ça a tout à fait une autre acception, un autre sens dans la tête des gens. Et il n'y a peut-être même pas besoin de la poser, cette question. Et en fait, Monsieur Jolivet, pareil, vous avez du mal à avoir des adhérents, mais dans toutes les sociétés savantes, c'est le cas. Et moi, je fais aussi mon introspection. Je suis chimiste, donc ça a un rapport avec la géologie, bien entendu. Et les sociétés savantes, elles existent, on y participe. C'est beaucoup un entre-soi. Ça peut vite devenir la loge que vous évoquiez, ou la secte. Et effectivement, le rôle de la société savante, finalement, la question était quel était son rôle d'une manière générale dans le lien avec la société. Et dans la société, il y a aussi l'industrie, il ne faut pas l'oublier. Je mets aussi l'ensemble des personnes. C'est aussi d'avoir une communication et de discuter avec cette société, de montrer qu'on existe et d'avoir un rôle dans cette société. Donc le rôle de la SGN doit être consubstantiel à le fait que c'est une société savante. Vous avez aussi indiqué qu'au plus haut niveau des décideurs politiques, il n'y a pas, pas beaucoup de gens qui ont une culture scientifique. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de ne pas y aller, nous, en tant que société savante ou en tant qu'université, de leur expliquer. C'est pas grave en soi, mais c'est à nous de l'inculquer. Alors, ils peuvent aussi venir la demander, de dire, voilà, nous interroger, mais si nous avons identifié, je me mets dans le rôle collectif, ceci comme un problème, à nous d'aller les voir, même si ce n'est pas forcément facile d'accéder, ce que vous soulignez tout à l'heure, et de leur donner cette culture qui nous semble manquer pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc la SGN doit contribuer au dialogue science-société, c'est ce qu'elle fait, on a pu le voir au travers de diverses interventions. J'ai ici travaillé avec les équipes, finalement ça peut être répliqué à d'autres sociétés, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, Francis et Benoît, vous êtes venus me voir, je suis donc le vice-président valorisation, un titre un peu long, de la recherche et de lien sciences-société de l'Université de Lille. Et quand je regarde tous les projets qu'on a, mais je suis convaincu que je ne suis pas le seul en France, on fait les interactions avec les industriels, avec la région, les départements, les collectivités locales, les villes, les pôles de compétitivité, blablabla. Il n'y a jamais le mot société savante dans les partenaires. Mais c'est un tort, hein. Il n'y a jamais. Mais je pense que c'est aussi culturel dans notre pays, en fait. Et vous êtes venu me voir, et en fait, déjà, pour moi, le rôle que vous pouvez avoir vous-même en tant que société savante, par rapport à l'université, vous venez de le démontrer. Vous avez ouvert mes chakras, pas personnellement, mais pour l'université. Et on a pas mal discuté ensemble, et on a pas mal de choses à faire ensemble pour cette diffusion du dialogue science-société. Donc déjà, le rôle est très très grand pour moi. Le fait que je sois ici, en fait, c'est la première fois que j'interviens ici dans une table ronde au titre pour une société savante, pour discuter du lien avec l'université. Donc rapidement, pour répondre à la question, dans le fond de la question, mais je pense qu'avoir pris ce recul, c'était important. Il y a le relais, mais tout ça a été déjà dit en fait. Je vois 6 rôles: le relais d'expertise, relayer les besoins d'expertise émanant des acteurs de la société, collectivités, entreprises, associations, vers les spécialistes de la SGN en lien avec l'université. Par exemple, j'ai écrit ici: une commune ayant besoin d'une étude sur les risques géologiques locaux pour être mise en relation avec nos experts. Bon voilà, c'est ce qu'on a entendu plusieurs fois. C'est vraiment important. L'ouverture du réseau, les partenariats, donc ça a été dit plusieurs fois, notamment avec les industriels. Le territoire, par exemple, j'ai lancé. Alors j'ai un rêve ici sur le campus de la Cité scientifique. Voilà, le grand rêve, on vise les étoiles pour atterrir sur la Lune, c'est de convertir la centrale ici à charbon ou à gaz, énergie, en faire une centrale géothermique. Donc, on a lancé plusieurs expérimentations sur 4 bâtiments, je crois, sur la géothermie.
on en a discuté ensemble, nous appuyer également donc sur les experts de l'université, évidemment, mais sur toute l'expertise et la sagesse. Hein. Je pense que c'est un mot important aussi de la SGN. Voilà, ça apporte une contribution majeure, sachant qu'en plus, on travaille sur ce sujet-là avec des industriels qui ont des nouvelles solutions de géothermie. Je ne vais pas rentrer dans la technique, parce que voilà, mais eux-mêmes, ça leur apporterait des solutions. Voilà, il y a vraiment, c'est un peu faramineux tout ce qu'on peut faire. Les interventions médiatiques, ça a été mentionné. Je ne vais pas m'étaler dessus. Des réflexions sur la médiation scientifique. L'université de Lille, et alors c'est pas, j'aime pas trop faire de l'auto-congratulation, mais on est quand même très versé et très puissant dans les médiations scientifiques. Mais la SGN pourrait nous guider dans ces domaines d'activité sur les priorités en médiation que nous devrions faire. Vous êtes quand même les spécialistes de ce domaine-là. Et donc, quels enjeux mettre en avant? J'ai pris quelques notes. Quel public cibler? Quel type d'action à privilégier? Les adaptations du discours, ça a été dit plusieurs fois. Effectivement, on ne va pas aller avec une publication ou un décret d'application discuter avec les gens. Bah, regardez, voilà, tout est là. Maintenant, vous n'avez plus qu'à réfléchir là-dessus. Non, il y a une adaptation du discours, une habitude de cette adaptation du discours au public et un recul que vous avez pour adapter ce discours au bon public. Les accroches pour susciter la curiosité. Moi, je suis super curieux de ce que je viens d'entendre. Alors, je ne me souviens plus du vocabulaire exact que vous avez donné sur une rupture. Voilà, discordance. Moi, je suis curieux, j'ai envie d'en savoir plus. Et ça titille, en fait. Les outils concrets de médiation. Alors, vous avez, par exemple, des objets scientifiques valorisables, des échantillons, des maquettes, des instruments. On a parlé la dernière fois de tables qui donnaient alors, pardon, moi, mon vocabulaire va être de chimiste, hein, qui donne la configuration des sous-sols. Ce sont des tables en verre empilées, et on peut voir à travers quel est notre sous-sol. Désolé d'être complètement... Et ça, c'est super important. Donc, j'en ai discuté avec les équipes pour voir comment on pourrait faire pour le mieux les valoriser. Alors, sachant qu'il y a quelques actions de valorisation sur le sujet. Donc, pour moi, je donne quelques axes de valorisation, mais en fait, la démarche, encore une fois, mon résumé, c'est ça, la démarche que vous avez faite de venir me voir, pas en tant que personne, mais en tant que responsable du lien science-société de l'Université de Lille, pour moi, c'est un rôle fondamental et ça va nous permettre d'avancer. Et ça pourrait même être précurseur, parce que ça m'ouvre les chakras, d'autres discussions avec d'autres sociétés savantes. Vous êtes la première société savante à faire ce pas, et je trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup. Bien écoutez, on va s'arrêter là. On va manquer de temps malheureusement pour les questions, mais vous pourrez éventuellement échanger après à la sortie. Je vais laisser la lourde mission du mot de la fin à Francis Duranton, qui est donc paléontologue, vulgarisateur scientifique et ancien directeur du Muséum de Toulouse, entre autres. Donc à vous. Et on peut applaudir, effectivement. Bien, bonsoir. Je pense que tout le monde est bien fatigué après une journée riche d'échanges. Et je crois qu'on aura tous compris déjà que la géologie, c'était la science des échelles. Puisque nous avons évoqué des choses qui allaient de l'ultra-microscopique, et on n'a même pas encore parlé des progrès de la paléogénétique, qui sont quand même liés aux sciences de la Terre. Et on va jusqu'au gigamacroscopique lorsqu'on parle de planétologie. Donc on voit qu'on a un domaine qui est tout à fait extraordinaire et qui recoupe une multiplicité d'échelles. La seconde échelle que l'on a évoquée, c'est la profondeur des temps. Puisqu'effectivement, la géologie, c'est une science qui s'ancre dans le temps, ou qui raconte le passage du temps. Et là, on a véritablement de gros enjeux, puisque cette science qui s'ancre dans le temps, aujourd'hui, elle est mobilisée pour penser le futur. Penser le futur, construire un avenir désirable à travers toutes les adaptations et les questions qui se posent aujourd'hui dans les adaptations au changement climatique. Nous sommes aujourd'hui dans une période assez cruciale. Le monde a changé. Le monde que nous avons connu n'est plus. Il a changé, tout a changé. L'enseignement de la géologie a changé, les étudiants ont changé, la société a changé, tout évolue, tout bouge. On parlait tout à l'heure des déséquilibres et nous les avons clairement évoqués aujourd'hui. Lorsqu'on parle de lien avec la société, ce matin, on a eu un petit débat assez animé, dirais-je, sur la question des langues. C'est bien de parler des langues. Et la question, c'est est-ce qu'on parle le langage du citoyen?
Et là, notre rôle de médiation de la science est fondamental. On aura beau faire tous les articles que l'on voudra de vulgarisation scientifique, si on n'est pas capable de s'expliquer clairement et de montrer très simplement des choses à des gens qui sont des profanes de notre discipline, jamais on arrivera à faire passer les messages de la géologie. La géologie est une science extraordinaire dans la mesure où effectivement elle s'ancre dans le temps, où elle raconte des histoires qui font rêver. Le problème, c'est qu'on manque de raconteurs d'histoires. Il faut la mettre dans un récit, et un récit accessible. Accessible, et c'est un des gros enjeux, je pense, pour les sociétés savantes, que justement de sortir de cette image du savant enfermé dans sa tour d'ivoire, ça a été évoqué tout à l'heure, pour le rendre le savant acteur de la société, c'est-à-dire le savant est un citoyen comme un autre. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où le discours savant, entre guillemets, est aujourd'hui très contesté. On l'a vu, ça a été évoqué. La question du discours savant, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période où il n'y a plus de discours savant, où tout un chacun a capacité aujourd'hui à s'exprimer. On l'a évoqué à travers le buzz des médias tout à l'heure. Tout un chacun a capacité à s'exprimer, mais la question, c'est est-ce qu'il porte une opinion ou est-ce qu'il porte une connaissance? Et je crois que nous, on doit réfléchir sur cette question-là et comment porter la connaissance pour que l'opinion qui viendra derrière soit nourrie de la connaissance et qu'elle ne soit pas préalable à la connaissance. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où l'opinion prime avant tout, où le buzz prime avant tout, où le clic prime avant tout, et où effectivement, il faut faire du clic, faire du chiffre, de façon à ce que la controverse soit là, mais la controverse doit s'accélérer. Nous le savons dans nos métiers, nous travaillons avec une méthode scientifique, et une méthode scientifique, elle suppose bien évidemment une forme de rigueur dans le raisonnement. Apprendre la rigueur d'un raisonnement, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nécessite un effort. La science nécessite de l'effort. La science n'est pas immédiatement perceptible parce qu'elle nécessite un effort dans une société où aujourd'hui, la notion d'effort est en train de disparaître. En tout cas, il suffit, lorsque je corrige un certain nombre de copies, de voir ce qui a été fait avec ChatGPT ou qui est pompé directement dans Wikimedia pour me rendre compte qu'effectivement, il y a quand même pas mal de choses à faire dans la notion d'effort. La science se construit, elle ne se construit pas à pas. La géologie s'est construite au fil des siècles. Et aujourd'hui, elle est en capacité de porter un certain nombre de messages et d'éclairer un certain nombre de politiques publiques. C'est une science qui, effectivement, a cette capacité extraordinaire à se régénérer par la multiplicité, on l'a évoqué aussi, des métiers qu'elle explore. Lorsqu'on fait de la géologie, on touche à peu près à toutes les disciplines, lorsqu'on pratique les sciences géologiques. Parfois, je dis d'ailleurs souvent que la géologie est la mère de toutes les sciences et que finalement, toute la biodiversité que l'on a aujourd'hui n'est que le phare qui souligne la beauté de la géologie. Effectivement, sans géologie, on ne comprend pas forcément la botanique, on ne comprend pas forcément la zoologie, puisque le lien entre le substrat et ce qui vit sur le substrat est absolument essentiel. Et nous sommes des habitants de ce substrat. Et ce substrat, il est important pour nous de le comprendre et surtout de le faire comprendre. L'enjeu pour une société savante aujourd'hui, je pense, c'est d'arriver à faire comprendre le substrat sur lequel nous vivons, parce qu'effectivement, cette capacité de comprendre le substrat permet de décomprimer certaines tensions qui existent lorsqu'on met en place des politiques publiques. L'enjeu aujourd'hui des sociétés savantes, c'est de ne pas être considéré comme une société de savants perdus dans leur tour d'ivoire et qui discutent entre eux. Et c'est souvent l'image que nous avons dans les sociétés savantes. Moi, j'ai moi-même présidé pendant longtemps la Société d'histoire naturelle de Toulouse. On est un peu dans notre cénacle. Et nous sommes incapables, globalement, de parler simplement de ce que nous faisons et d'en expliquer les enjeux, le pourquoi, le comment et à quoi ça peut servir. Aujourd'hui, une société savante, je pense qu'elle doit s'ancrer dans son territoire. L'ancrage de la Société géologique du Nord est là pour le démontrer. L'ancrage territorial est très très fort. Pourquoi? Parce que l'ancrage territorial fait qu'on est nous-mêmes des citoyens d'un territoire, et cet ancrage territorial fait qu'on croit plus facilement son voisin que le monsieur qui vient d'à côté nous dire des choses. Donc déjà, c'est la première des choses. L'ancrage territorial, c'est quelque chose d'extrêmement important qui permet effectivement, je crois, d'envisager un avenir pour les sociétés. Alors, aujourd'hui, c'est comment porter la parole. Comment porter la parole de nos sociétés? On l'a évoqué à travers tous les exemples qui nous ont été donnés. On a vu l'évolution des publications, la parcellisation, je dirais, des savoirs d'une certaine manière. Et une société savante, dans l'esprit des fondateurs, on était un petit peu dans l'esprit des fondateurs de Pic de la Mirandole, avec des gens qui savaient un peu de tout sur tout et qui étaient capables de mettre tout ça en récit. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de l'ultra-spécialisation et de l'ultra-médiatisation aussi,
qui fait qu'il est très difficile d'avoir un discours global et cohérent. Un des enjeux d'une société savante doit être de remettre tout ça dans un récit global. Je pense que c'est absolument important et essentiel aujourd'hui qu'une société savante puisse être un acteur territorial parce qu'elle va raconter, elle va donner à lire le paysage, elle va donner à lire la géologie, elle va donner à lire un substrat, elle va donner à lire une histoire. Et cette histoire, finalement, c'est la nôtre. Et faire comprendre cela, je crois que c'est un des enjeux importants pour les sociétés savantes dans les années à venir. Alors comment ? Comment, c'est toujours plus facile de le dire que de le faire, et comment c'est aujourd'hui accepter les outils tels qu'ils sont. Les accepter, mais c'est rentrer vraiment dans la bagarre. Aujourd'hui, je pense que les sociétés savantes ne sont pas rentrées dans la bataille. Aucune société savante n'est entrée dans la bataille des médias, la bataille des réseaux sociaux, nous n'y sommes pas. Nous sommes éloignés de tout ça. Pourquoi ? Parce que nous avons toujours, lorsque nous communiquons, la crainte de nos pairs. Je devrais dire de nos pères de claque d'ailleurs, parce qu'en général c'est souvent ça. Très souvent on a la crainte de est-ce que ce que je dis n'est pas trop simple et est-ce que je ne vais pas me faire taper dessus par le collègue du bureau d'à côté. Il faut accepter de simplifier nos discours, il faut accepter de parler le langage vernaculaire, le langage de monsieur et madame tout le monde. Même pour expliquer des discours complexes, il faut que nous soyons capables de porter simplement ce discours et c'est comme cela que l'on pourra faire aimer la géologie. Comment voulez-vous faire aimer une science en employant des mots aussi aberrants que discordance? Vous l'avez retenu, même pas le terme. Donc vous voyez qu'on a tout un travail d'adaptation de nos discours, de nos savoirs, pour que tout un chacun comprenne ce que l'on veut dire. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire adapter notre vocabulaire, d'où la question des enjeux de médiation de la science. La science, et c'est extraordinaire, c'est ce qui a motivé, je pense, à peu près tout le monde ici dans sa carrière. Comment la faire passer ? Moi, j'ai eu, dans mon parcours, j'ai eu la chance pendant quelques années de porter une émission télévisée. Et mon premier interlocuteur, c'était le caméraman qui était derrière en train de me filmer. Et j'expliquais de la géologie, je parlais des sciences de la Terre. Et parfois, je voyais dans son regard qu'il était perdu. Et à la fin, je disais, c'était comment ? Il me dit, toi, tu étais très bien, mais j'ai rien compris. Et c'est là la difficulté. C'est comment faire comprendre, comment mettre en image l'inanimé, puisque par essence, la géologie, c'est la science de l'inanimé, tout au moins à notre échelle, à l'échelle qui est notre référentiel, c'est-à-dire le référentiel d'une vie humaine, sauf phénomène catastrophique, la géologie, ça ne bouge pas. Voilà. Et donc, il faut arriver à mettre tout ça dans des discours, dans des récits dynamiques qui permettent de comprendre et d'intéresser finalement, d'aller chercher le public qui pourra du coup peut-être revenir vers nos sociétés savantes pour apporter sa contribution. Alors aujourd'hui, un des enjeux qui a été évoqué d'ailleurs, c'est l'enjeu des sciences participatives. Je crois qu'on l'a très bien vu avec l'association géologique auboise. Le travail qui est porté par le monde amateur est un travail essentiel. Les amateurs aujourd'hui assurent sur le terrain une présence que les professionnels ne sont pas capables de faire. C'est normal, ils ont d'autres enjeux, ils ont d'autres problématiques et ils ne peuvent pas être partout. On ne peut pas être en même temps ici en Terre du Nord et cambader dans les montagnes pyrénéennes, c'est pas possible. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit bien que tout ça, c'est un besoin collectif et général que nous avons dans toutes les sociétés. Moi, pour la Société d'histoire naturelle de Toulouse, nos sorties, c'est la même problématique. On a toujours ces enjeux-là. Revenir sur le terrain, la géologie, c'est une science de terrain avant tout, c'est une science naturaliste. C'est une science naturaliste, c'est même une science de la nature. Et d'ailleurs, dans le patrimoine, on évoque aujourd'hui le géopatrimoine et le patrimoine naturel. Moi, je préfère parler de biogéopatrimoine parce que c'est un ensemble. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. La géologie est une des composantes de la nature, au même titre que la faune et la flore. Et on a certainement des enjeux aussi à faire comprendre tout cela. Donc, si je devais souhaiter quelque chose pour la Société géologique du Nord et les sociétés savantes de manière générale, c'est que ces sociétés savantes sortent un petit peu de leur, je dirais, de leur domaine comment on appelle ça, le domaine de leur zone de confort. Voilà, tout à fait. Il faut sortir de notre zone de confort et aller se confronter à la réalité du monde. On l'a évoqué très souvent lorsqu'on met en place, vous l'avez évoqué, monsieur le maire, des politiques publiques, la question du citoyen, c'est « oui, mais écoutez, moi, ça fait 3 fois que j'ai été inondé cette année, j'en ai marre, mais qu'est-ce que vous faites? Vous, les savants, qu'est-ce que vous faites ?» Parfois, on ne peut pas faire.
expliquer qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne sait pas faire, c'est aussi faire de la science. Expliquer la complexité des phénomènes, c'est le rôle des sociétés savantes. Et apporter un éclairage pour la mise en place de politiques publiques, je crois que c'est aussi un des rôles fondamentaux des sociétés savantes. Le patrimoine extraordinaire des publications de la Société géologique du Nord, il est numérisé, c'est fantastique. Et je crois que là, on a un enjeu important aujourd'hui autour de la numérisation. Cet enjeu de la numérisation, il passe bien sûr par tous les écrits, tout ce qui a pu être fait, mais l'enjeu de la numérisation, ce serait peut-être aujourd'hui de réexpliquer, de reprendre un certain nombre de choses. Numériser et mettre à disposition les articles de Jules Gosselet, c'est très très bien. Peut-être que ce qui est important, c'est de mettre en avant certaines de ces observations, montrer en quoi aujourd'hui encore elles sont pertinentes et en quoi elles nous éclairent. C'est peut-être là l'enjeu aussi. Montrer que finalement, cette science, elle se construit au fil du temps par une accumulation de données brutes, mais que leur interprétation est aujourd'hui d'actualité. Et tout le travail qui est porté aujourd'hui, je pense notamment sous l'égide de Vigitaire, par exemple, qui propose aux amateurs de venir compléter, porter une observation géologique, c'est une manière aussi de sensibiliser les publics et de les intéresser à nos disciplines. Un des enjeux aujourd'hui aussi, c'est peut-être pour les sociétés savantes, on l'a évoqué tout à fait en fin de séance, c'est de faire revenir les jeunes professionnels vers les sociétés savantes. La parcellisation des savoirs, la parcellisation, la multiplicité, je dirais aujourd'hui, des supports de publication et le diktat des publications de rang A perturbe de manière très très forte le fonctionnement des sociétés savantes qui, effectivement, ne sont pas de rang A. Mais par contre, elles sont fondamentales parce que c'est là qu'on va pouvoir trouver des données brutes, des données intéressantes, des observations de base qui peuvent servir à bâtir derrière des publications de rang A et des données complexes. La question qui se pose également, c'est les nouveaux médias de publication scientifique. Aujourd'hui, on évoquait ça hier soir avec Patrick et Laurent, la question de qu'est-ce qu'on apporte à nos membres. Comment les membres d'une société savante se sentent valorisés par le travail qu'ils vont faire au sein de la société. Autrefois, on disait, c'est bien, vous allez recevoir gratuitement le bulletin de la société. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin, je clique sur Internet, j'ai le bulletin de la société, donc cet avantage-là ne sert pas à grand-chose. C'est peut-être que l'enjeu, c'est peut-être de faire comprendre qu'aujourd'hui, on a besoin d'un travail collectif, et c'est peut-être dans le collectif qu'on va pouvoir trouver l'intérêt. On voit aujourd'hui que le collectif se développe de manière très très forte, notamment dans le monde associatif, pas forcément dans le monde des sociétés savantes, à travers les actions militantes. Et on voit des actions militantes qui se structurent de manière totalement différente de la manière dont nous avons conçu et dont nos sociétés sont conçues. Nos sociétés savantes sont conçues pour des échanges entre pairs et ça fonctionne très très bien, ça a très très bien fonctionné. Mais aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui peut-on fonctionner sur des systèmes similaires à ce qui a pu être fait dans les sociétés militantes pour porter et créer des dynamiques collectives. Notre enjeu aujourd'hui pour les sociétés savantes, c'est d'arriver à créer des dynamiques collectives qui seront au service global de la société et donc au service de la mise en place des politiques publiques. Là, on a véritablement un enjeu. Je pense qu'il va falloir que l'on travaille de manière extrêmement forte dans les prochaines années, porter ce qui est aussi le sens de la valeur du discours expert. Le discours expert et l'opinion, ça j'y tiens vraiment parce que c'est beaucoup trop ce que l'on voit aujourd'hui. Tout le monde est expert de tout. On ne parle même pas des experts autoproclamés. On a vu des choses extraordinaires pendant la période du sida, je ne vais pas y revenir. Du Covid, je ne vais pas y revenir. Mais en tout cas, on a véritablement des enjeux très très forts là-dessus. Peut-être faut-il qu'on travaille à faire émerger, au sein de nos sociétés, des porteurs. Rappelez-vous comment Hubert Reeves a popularisé d'une certaine manière l'astronomie. Il faut des gens qui soient capables de raconter. Il faut des conteurs. Il faut mettre en place des conteurs. Et ça, c'est un des enjeux de la médiation scientifique. Pour avoir pratiqué la médiation scientifique dans un muséum pendant près de 40 ans, le discours est important. Et porter la manière dont on va porter le discours est fondamentale. Et le discours, il doit prêter à rêver, il doit prêter à bâtir un futur désirable, et c'est peut-être ce que peut faire la géologie. Je crois que dans les années à venir, le rôle des sociétés savantes, ce sera de dire, si vous ne venez pas à la géologie viendra à vous. Merci. Merci beaucoup pour ce beau mot de conclusion. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cette grande journée. Et écoutez, au plaisir de vous retrouver pour
pour un prochain événement de la SGN.